Bonjour, je vous souhaite la bienvenue à ce nouvel épisode d'Ensemble en famille, un balado offert par la Maison des familles de Granby Région qui est conçu pour toutes les familles et qui vise à éclairer les défis quotidiens auxquels on fait face avec des témoignages et des conseils d'experts. Je suis Olivier Chagnon, votre animateur, et je suis vraiment content d'échanger avec Claudine Leroux, la directrice générale de la Maison des familles. On le sait, en 2025, la pression est omniprésente. Dans cet épisode, on va explorer le thème de la famille sous pression. On doit à toutes nos interventions ramener sur les médias sociaux parce que les médias sociaux vont nous infliger une pression incroyable. Les fêtes d'enfants. Ben oui. Hein, c'est presque rendu un club med, les fêtes d'enfants. Il faut que ça soit merveilleux, incroyable. Mais oublie jamais que sur un média social, tu vas mettre la plus belle des photos, mais il y a peut-être 28 autres photos qui ressemblent à rien. Un milieu de vie qui offre un soutien et des services adaptés aux réels besoins des parents et enfants de la Haute-Yamaska. La Maison des familles de Granby Région présente Ensemble en famille. Allô Claudine. Bonjour Olivier. Faut absolument qu'on parle de pression de la société sur les familles parce que c'est vraiment quelque chose qui est présent à l'ère des réseaux sociaux aussi encore plus. On va aborder tout ça ensemble aujourd'hui. Est-ce que c'est vrai qu'il y a un ordre établi, disons que les riches vont mieux au niveau de la pression, que les bons parents sont parfaits, ces fameuses phrases-là qu'on pourrait imaginer? C'est des grandes phrases clichés, hein, ouais. des grandes phrases un peu fourre-tout. Est-ce que souvent on va nommer ça pour se complaire ou s'expliquer pourquoi ça va pas bien? Moi, je te dirais qu'il n'y a pas d'ordre préétabli. On a souvent tendance à penser que le voisin est toujours mieux que nous parce qu'il gagne plus cher, parce qu'il a une plus grosse maison ou parce que, mon Dieu, que ce parent-là est parfait. On est dans le paraître. On s'entend, on est dans ce que la famille veut bien nous laisser voir d'elle-même. Là, tu vas me dire, ben oui, mais ça prend quand même des moyens pour être capable au moins être capable de survivre. Oui, tout à fait. Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait un équilibre à ce niveau-là. Ou est-ce que, par exemple, on soit capable d'offrir au moins la base à nos enfants pour que ça se passe bien. Mais c'est pas parce qu'une famille est mieux nantie qu'une autre qu'elle va mieux aller dans sa famille. Mm-hmm. C'est vraiment une question d'équilibre familial plus que de situation socio-économique. Puis là, j'entends ces temps-ci des psychologues dire que les motifs de consultation, beaucoup chez les jeunes parents, c'est parce qu'ils ne seront pas capables financièrement d'accoter ce que leurs parents, eux, dans le passé, étaient capables. Donc, c'est-à-dire payer les cours de conduite à leurs enfants, leur offrir plein de cours, faire des voyages à chaque année. Ça met une pression immense sur les jeunes parents présentement. Puis ça vient aussi d'un vécu passé. Exactement. Ton vécu va venir teinter ce que tu veux être comme famille, ce que tu veux accomplir, ce que tu veux offrir. Les générations qui nous ont précédés avaient peut-être plus de moyens, étaient peut-être dans une conjoncture économique plus facile qui leur ont permis justement d'offrir à leurs enfants différents. On fait juste penser au prix des maisons. Ça n'a pas de bon sens. Donc, tu as 2-3 enfants, tu veux une maison, ça prend une maison un peu plus grosse, mais c'est pas tout le monde qui a les moyens de s'offrir une maison à l'heure actuelle. Mais on se dit, oui, mais moi, quand j'étais petit ou petite, je vivais dans une maison avec une cour arrière. Chacun avait sa chambre. Chacun avait sa chambre. On allait à la plage à tous les étés. On avait un chalet. Cette pression-là, c'est une pression qui nous est induite par notre vécu, mais qu'on doit se dégager. En fait, ce qu'on veut, c'est offrir le mieux à nos enfants, mais le mieux n'est pas en calcul monétaire. Le mieux est dans l'atmosphère. Donc, d'offrir à nos enfants un climat familial sain, sécuritaire, ça peut aussi bien se faire dans un condo, dans un appartement, dans un HLM. L'idée est plus de voir qu'est-ce que tu veux offrir au niveau de tes valeurs à tes enfants. Mais en effet, ça crée une pression sur les parents. Et c'est ça qu'il faut travailler avec les parents, de ramener à la base. De ramener à la base de qu'est-ce que ça prend pour être heureux. Et qu'est-ce que tu transmets comme valeur à tes enfants? Il faut se déculpabiliser de ne pas pouvoir offrir tout ça. J'ai eu récemment des discussions avec mes parents parce que j'avais l'impression, moi, que dans le passé, de ce qu'ils disaient, c'était toujours facile. Tu sais, ils ont oublié, là, des fois, les moments plus difficiles en famille.
Puis là, je me suis assis récemment avec mon père et ma mère, puis je leur ai dit, j'aimerais ça que vous vous replongez dans vos souvenirs là, de vous, comment c'était à ce moment-là, quand vous étiez des jeunes parents, quand là, les enfants, il est tard, puis tu as juste envie d'aller les coucher parce que tu sais qu'ils ne se tiennent plus debout. Et je me rends compte que cette pression-là a existé aussi dans le passé et elle va continuer quand même d'exister. Il faut juste apprendre à composer sans doute avec cette pression-là dans le temps. Ça se peut-tu? Je te dirais, Olivier, que tu as eu des bons parents parce que tes parents ont préservé ta sécurité émotionnelle en te racontant pas, petit, toutes ces anxiétés-là et toute cette angoisse-là qu'ils vivaient au quotidien. Donc, peu importe ce qu'ils pouvaient t'offrir ou non, ils ont amené ce climat-là où tu te sentais en sécurité. Ouais. Et c'est normal que, rendu à l'âge adulte, tu veuilles te questionner à savoir est-ce que vous ressentiez ce que je ressens là? Et l'idée, c'est de parler, c'est de demander. Maintenant, tu es adulte, tu peux le demander. Ouais. Mais quand ils sont petits, on ne dit pas ces choses-là à nos enfants pour ne pas les énerver. On veut préserver cette sécurité émotionnelle-là parce que c'est ça aussi, être un parent adéquat pour son enfant. Ouais. On est à l'ère des réseaux sociaux où on a toutes sortes d'images sur les médias sociaux. Moi, ce qui me fascine toujours, c'est, et je suis pas dans le jugement ici, mais c'est la maman qui vient d'accoucher et qui prend une photo alors qu'elle est maquillée, peignée, puis là, ça a l'air d'être magnifique comme moment, tu sais. Mais là, ça met une pression, ça aussi, sociale sur les autres mamans, les autres jeunes familles. Parlons-en de cette pression-là des médias sociaux. C'est présent, j'imagine, chez les parents qui viennent vous voir à la maison. C'est incroyable. Et on doit, à toutes nos interventions, ramener sur les médias sociaux parce que les médias sociaux vont nous infliger une pression incroyable. Les fêtes d'enfants. Ben oui. Hein, c'est presque rendu un club med, les fêtes d'enfants. Il faut que ça soit merveilleux, incroyable. Mais oublie jamais que sur un média social, tu vas mettre la plus belle des photos, mais il y a peut-être 28 autres photos qui ressemblent à rien. Et si tu es un bon photographe, n'importe quelle fête d'enfant peut avoir l'air de la meilleure fête. Par contre, il ne faut pas s'empêcher d'être fier de ce qu'on fait et des réalisations et être fier de notre famille. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut rien mettre sur les médias sociaux, pas du tout. Mais comme récepteur, il faut se poser la question, tu sais. La maman qui est magnifique, après avoir accouché, ça fait peut-être 3 heures là, qu'elle se fait arranger, puis c'est pas nécessaire, mais peut-être que ça lui fait du bien oui, à elle. C'est pour ça que je suis pas dans le jugement. Et peut-être que ça l'amène à dire « Je vais m'en sortir, je dors pas, mais je peux avoir encore l'air de ça. Ouais. » Fait que je pense qu'il faut vraiment garder un esprit ouvert, faire un filtre sur ces médias sociaux-là. Et si ça vient à trop nous influencer, peut-être réduire sa consommation de médias sociaux. C'est le choix de chacun, effectivement. C'est le choix de chacun. Moi, ce que j'aime faire, c'est des fois, on envoie une belle photo de nos enfants, puis j'envoie aussi la photo juste avant, le réel contexte, où tu sais, des fois, on prend une photo, puis là, on fait juste tout couper l'environnement autour où les jouets traînent. Là. C'est une très belle photo. C'est une mais très belle photo. J'aime aussi envoyer après ça la photo de la réalité. Ça fait toujours bien sourire la famille. Ben, en fait, c'est ça, la réalité. Ben oui, c'est ça, la réalité. Donc, le paraître, on est beaucoup des fois là-dedans, mais on devrait aller un petit peu plus sur le être. Exactement. Donc, l'être, c'est vraiment de vivre ce qu'on vit au moment présent, d'en profiter. Tu sais, de dire, par exemple, justement, je vis une belle chose avec mes enfants, avec ma famille, bien, de le vivre. La photo, elle viendra plus tard. Ouais. Souvent, on a tendance à faire une activité, la prendre rapidement en photo pour que tout le monde puisse voir comment on est bon. Ouais. L'idée est plus de revenir à dire, bien, moi, si je le vis, ce moment-là, il va être d'autant plus précieux que si je fais juste le démontrer à tout le monde qui peut bien le voir. Fait que de revenir à la base d'être au lieu du paraître va nous amener à avoir envie de ça. Ça ne deviendra pas un stresseur, ça va devenir un activateur. On va vouloir recréer d'autres moments de bonheur comme ça en famille. On va vouloir les diffuser, les partager, pas nécessairement sur les réseaux sociaux, mais avec des amis, de nommer « Hey, je suis allée là, c'était vraiment le fun, tu devrais le faire. » Donc, raconter parce que tu as profité du moment. Parce que tu as profité, tu as savouré chaque instant. Et c'est ça, tu vas te souvenir avec tes enfants, de ces moments-là. Ouais. De choisir des fois que ton milieu soit peut-être moins élaboré, soit moins bien décoré, mais d'avoir des moments de qualité avec tes enfants.
je pense que c'est le précieux que tu peux aller chercher. Oui, parce qu'on le sait, ils vont vieillir. Puis à un moment donné, on va les voir partir de la maison. Puis on va juste avoir en tête ces beaux souvenirs-là. Ils vont pas nécessairement se souvenir du ménage que tu as fait, puis du divan que tu as acheté, mais plus du moment que tu as partagé assis sur le divan, écouter des films ensemble. Ouais. Autant eux que nous avec Exactement. nos enfants. Fait que, tu sais, de se créer ces mémoires-là, de provoquer, puis on n'a pas envie que nos enfants se racontent plus tard par une page Facebook. On a envie que nos enfants se racontent plus tard avec des mémoires qu'ils ont de bons moments partagés en famille. Et ça réduit la pression qu'on a comme parents parce qu'on n'est pas obligé de le montrer aux autres. On fait juste le vivre dans notre quotidien. Dans la vie, j'enseigne aussi, puis je côtoie toutes sortes de jeunes de tous les âges, souvent à partir de 5 ans, puis je me rends compte qu'ils ont des horaires de premier ministre, ces enfants-là. C'est comme s'ils sont attendus toujours à différents cours. Dans la semaine, il y en ont, puis après ça, s'intègre la pratique, l'école. Justement, ces cours-là, ces agendas-là de premier ministre, là, ça a quel impact chez les enfants? Bien, le premier impact est surtout chez le parent. On parlait de pression tantôt. Imaginez quand tu dois être le chauffeur, le cuisinier, la bonne du premier ministre qui a cet agenda-là. Ça devient une pression. Et souvent, cette demande-là qu'on fait aux enfants d'aller suivre tous ces cours-là, c'est bien une demande et non pas une demande qui vient de l'enfant. Ouais. J'ai souvent posé la question à des parents qui nommaient être surchargés au niveau de tout ce qui était là, activité en dehors de l'école ou du CPE. Et je demandais, est-ce que c'est ton enfant qui t'a demandé de parler espagnol? Est-ce que c'est ton enfant qui t'a demandé de jouer du violon? On est encore un peu dans le paraître ici, là. On est encore dans « je veux que mon enfant puisse tout faire ça parce que je parais bien comme parent de lui offrir tout ça. » Quand je m'en vais dans un souper avec des amis, je dis « Ah ouais, là, mon fils, là, dans son tel niveau de violon, c'est vrai que ça paraît bien. » Ça paraît bien, puis ça nous crée un sentiment d'efficacité personnelle, qu'on est un bon parent. Mais des fois, l'enfant se sent pris au piège de tout ça. Il n'a pas envie de tout ça. L'idée, c'est de revenir à oui, on peut lui offrir des opportunités parce qu'il y a des enfants que tout ce qu'ils feraient, c'est écouter des émissions à la télé. Donc, de leur ramener cette opportunité-là de découvrir le sport, les arts, les langues, tout ça, ça peut être un bon truc. Tant mieux, oui, c'est ça, c'est un bon plus. Mais il faut aller encore dans notre question d'équilibre, de dire, dans ma famille, qu'est-ce qui est possible? Moi, j'ai une famille de 4 enfants et on a fait le choix comme parents que nos enfants, et là, si mes enfants m'entendent, ils vont sourire, on a décidé que les enfants n'iraient pas dans le niveau compétitif au niveau du hockey, parce que ça l'engendrait un peu ces genres de fin de semaine-là qui ne terminent plus, aller en reconduire un là, un là, un là. Ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas les capacités de le faire, mais bien parce que notre équilibre familial devait être respecté. C'est un choix de famille qu'on a fait et les enfants se sont quand même épanouis et ils jouent encore au hockey. Oui. Ça peut demeurer une passion sans pour autant que ça devienne quelque chose de compétitif dans lequel tu vas passer beaucoup de temps et qui a un impact aussi sur toute la famille, l'entourage. Et si c'est ton choix de famille, ce sera ton choix de famille. L'idée est toujours de se respecter et de voir c'est le besoin de qui on répond. Est-ce qu'on répond aux besoins de l'enfant qui a besoin de bouger, qui a besoin de se divertir, ou on répond à un besoin de parent qui veut bien paraître dans la société? On a souvent tendance, comme parents, à dire que les enfants ne savent plus jouer, que les enfants ne savent plus s'occuper. Être imaginatif, Être imaginatif. Bien, moi, si mon agenda est déjà programmé, j'ai pas besoin d'être imaginatif. J'ai pas besoin de savoir jouer tout seul. On va m'organiser. Fait que c'est un peu la conséquence de se comprendre. Donc, il faut faire attention à ce qu'on veut développer pour l'enfant et ce qu'on veut transformer pour notre famille en équilibre sain pour tout le monde. Oui, ça amène sur l'aspect de la performance. Exactement. Jusqu'à quel point on veut avoir cette performance-là? On se l'inflige, en fait, en tant que parent ou famille, des fois? On se l'inflige, est souvent induite par tout ce qu'on a parlé, médias sociaux, pression sociale. Mais on veut le mieux pour nos enfants, mais il faut discuter de c'est quoi ce mieux-là.
Et la performance, elle est transmissible. Hein? Mhm. Si moi, j'ai cette performance-là, ce désir de performance-là au quotidien, sans équivoque, je vais la transférer à mes enfants. Parce que s'ils me voient toujours réussir, ils vont avoir l'impression que dans la vie, on ne doit que réussir. Et la défaite fait aussi, et l'échec font aussi partie du quotidien. Et on apprend aussi à travers ça. Et cette anxiété de performance-là est vraiment néfaste à long terme et pour l'enfant et pour la famille. Elle se transfère finalement Elle directement. se transfère directement. Dans une famille, on peut parler de discipline aussi. Il y a les 5 C de la discipline et les pièges. Oui. En C'est quoi fait, ça? je te dirais, on essaie de plus utiliser le mot discipline. On va parler plus d'encadrement. Pourquoi encadrement? Encadrement, ça vient du mot cadre. Oui. Puis là, je vais te poser une question. Qu'est-ce que tu mets, toi, Olivier, dans un cadre? Dans un cadre, une photo? Une photo. Est-ce que tu vas mettre n'importe quelle photo ou tu vas mettre une photo qui veut te dire quelque chose? Oui, une photo qui veut me dire quelque chose. Donc, tu vas mettre des photos, tu vas mettre des choses de quoi tu es fier. Oui. Et souvent, moi, ce que je dis aux familles, c'est que cet encadrement-là, il est bon. Parce qu'un encadrement, c'est mettre un cadre autour de quelque chose. Et le quelque chose, c'est parce que tu y tiens à ce quelque chose-là. Tu le mets dans un cadre pour le protéger, pour aussi le mettre en valeur. Donc, faire cet encadrement-là au quotidien, c'est pas toujours facile. Hein? C'est un peu le lot des parents de faire cet encadrement-là. Ouais. Il y a des petits trucs, mais il faut faire attention pour que ton cadre ne devienne pas tellement rigide qu'on ne voit plus ce qu'il y a à l'intérieur. Mm. Donc, quand on parle des 5 C de la discipline, bien entendu, ou de l'encadrement positif, on va parler de clarté. Oui, c'est la base. C'est la base. Moi, si je demande à un enfant de 2 ans, là, j'aimerais ça que tu mettes ton manteau, tes mitaines, tes bottes, puis que tu enlèves tes doigts de ta bouche, puis que tu serres ton casse-tête, on n'est pas dans la clarté. Non, ça ne fonctionnera pas. Beaucoup trop compliqué. Ouais. Donc, il faut y aller vraiment au niveau de l'enfant, au niveau de où il est, et de donner des consignes courtes et claires. Mhm. Séquencer. Mets ton manteau, tes bottes. Parce qu'aussi, au sein d'une famille, on parle d'avoir une bonne communication. Mais ces 5 C-là, en fait, Vont nous pour aider. être vers la communication. Ouais. Il faut que ça soit concret. Aussi, Si je dis, par exemple, à un enfant ou même à un adulte, sois fin. non, il n'y a rien de concret là. Moi, ça, c'est... Tu vas au restaurant avec ta famille et tu lui dis, là, je veux que tu sois gentil. Bien, pour moi, quand j'étais petite, être gentille, c'était à parler à tout le monde qu'il y avait dans le restaurant. Mais c'était pas l'idée que ma mère se faisait de la gentillesse à cette époque-là. Donc, il faut aussi que nos consignes soient concrètes, que ce soit concret, que ce soit clair et qu'on dise les bonnes choses. Ouais. Au niveau de la constance, c'est d'amener toujours la même consigne. Par exemple, tu ne veux pas que tes enfants mangent ailleurs qu'à la table de cuisine. Il ne faudrait pas que la journée où tu es fatigué, tu les laisses Ouais. aller ailleurs. Ça va être difficile après Ça de va être ramener les enfants difficile à la après de table. ramener. Il y a toujours les occasions spéciales. Fait que, tu sais, d'appeler l'occasion spéciale, de dire, ben aujourd'hui, par exemple, c'est l'anniversaire de papa. On va faire une fête, on fait une soirée cinéma et on mange dans le salon. C'est très différent. L'énoncé. ça L'énoncé. vient Mais la aider. constance est hyper importante. On dit souvent que le cerveau a besoin de 21 fois Oui. pour assimiler une consigne. Et là, on ne parle pas de 21 fois fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. On parle de 21 reprises à différents moments pour que le cerveau assimile la consigne. Donc, c'est important d'être constant à ce niveau-là. D'être cohérent aussi. Si je te dis, par exemple, ben là, si tu ramasses pas tes jouets, tu n'auras pas de dessert. Il n'y a Ça aucune peut- cohérence Ben non. là-dedans. On parle d'alimentation puis de rangement. Ça, moi, j'ai beaucoup à apprendre là-dessus. Ma blonde, elle me dit souvent, c'est pas cohérent, Olivier. La cohérence, Ouais. donc, par exemple, si tu ne ranges pas tes jouets, Il va y avoir un moment sans jouet éventuellement. exactement, Bon, où on ne retrouvera pas les ouais, jouets. C'est ça. Et dans l'intervention positive, on nomme aussi, on ne dit pas les si, parce que les Ouais. si amènent un conditionnel, donc une menace. On va plutôt dire, quand tu auras rangé tes jouets, on pourra, par exemple, faire telle ou telle autre activité. Donc, on est dans la cohérence. Ouais. C'est cohérent parce qu'il y a un effet à chacun. Comme dire à un enfant, cours pas plutôt que marche. Marche. Ouais, Alors, marche. de nommer Ça va le fonctionner. comportement Exact. entendu est hyper important. Et l'autre,
qui est un de mes préférés, c'est le consensus parental. On parlait d'équipe, d'une équipe de parents, d'éviter qu'il y ait un qui dit noir et l'autre dit blanc, de se parler en tant que parent, d'établir les grandes valeurs au niveau de la famille et les grandes consignes. Après ça, ça ira avec la personnalité de chacun, mais d'établir ça va permettre à l'enfant de savoir qu'il y a une équipe qui s'occupe de lui. Ouais. Comment on fait pour être bon dans tout? C'est-tu possible, ça? Bien, on n'a pas à être bon dans tout. Ouais. Mais c'est en même temps quelque chose qu'on se met comme pression de « je veux être un bon parent ». Ça, on l'entend souvent, « je veux être un bon parent ». Comment on fait pour être un bon parent? Bien, enfin, on se respecte, la première des choses, et on ne s'inflige pas d'être parfait. On se demande d'être juste assez. Des fois, il faut se le répéter. Donc, d'être correct. Ouais. Puis quand on n'arrive pas à se le répéter, il y a toujours des belles images qui vont nous le répéter. Moi, sur mon agenda au travail, j'ai juste assez. Donc, aujourd'hui, j'ai été juste assez jusqu'à ce niveau-là. Demain, je serai juste assez jusqu'à ce niveau-là. De faire diminuer cette pression-là, de prendre du temps en famille et de savourer ces moments-là vont faire que tu vas avoir envie d'en avoir encore. Et tes enfants, c'est ça qu'ils vont se souvenir. Ouais. Fait que pour moi, être un bon parent, c'est être un parent heureux avec sa famille. On se disait tout à l'heure que l'anxiété se transmettait. Hein? C'est quelque chose qui part des parents, qui s'en va vers l'enfant. C'est un peu négatif, le côté de l'anxiété, mais il y a aussi du positif qui se transmet. Oui, c'est ce qu'on a envie de transmettre à nos enfants, ce positif-là, ces forces-là, ces défis qu'on a relevés là. On a envie de transmettre à nos enfants ce courage d'agir-là. Je dirais que le plus beau cadeau que tu peux faire à un enfant, c'est d'avoir une estime de soi. On parlait tantôt, c'est quoi être un bon parent? Bien, si j'estime que ce que je fais, c'est bon, mon estime de moi va être grandissante. Et ce que je vais transmettre à mes enfants, c'est la capacité d'être fier de soi aussi. Mais oui. Puis d'être fier de soi, c'est pas juste dans les grandes réussites de la vie, c'est aussi dans les petits gestes au quotidien. Tu sais, d'avoir accompli quelque chose, d'avoir réussi ou de faire un beau dessin, de valoriser ces petits gestes-là et de dire que ces gestes-là sont tout aussi importants que la grande réussite, va permettre à l'enfant de développer le sentiment d'efficacité personnelle, d'avoir envie d'être bon, d'avoir envie d'être juste assez bon. Oui, c'est ça. Et de transmettre aussi la fierté qui vient avec ça. L'estime de soi, quand tu t'estimes, tu vas estimer les autres aussi. Et tu vas souvent faire des choses que tu n'aurais pas imaginé être capable de faire parce que tu vas être assez capable d'aller puiser à l'intérieur de toi sur ton estime personnelle pour réussir ensuite des choses qui peuvent être banales. On ne parle pas ici de grandes victoires là, de la vie, mais on peut s'appuyer là-dessus. Et tu vas vivre tes échecs moins durement aussi parce que tu as une bonne estime et tu vas comprendre que ce que tu n'as pas réussi là, c'est pas parce que tu n'es pas bon, c'est parce que c'était difficile et que tu peux te reprendre et le revivre davantage positivement. Fait que je pense que l'estime de soi est un des plus beaux cadeaux qu'on peut faire à nos enfants, mais il faut tout d'abord l'avoir pour nous-mêmes. Ouais. Et pour ça, il faut arrêter d'avoir envie d'être parfait. Aussi, effectivement, se rappeler qu'on est suffisant, qu'on est juste assez. Qu'on est juste assez, d'être fier d'être juste assez. Ouais. C'est quoi le passeport social? Le passeport social, c'est un peu ce que tu vas utiliser pour avoir l'air de quelque chose aux yeux de la société. OK. Je te donne par exemple, il y a certains parents qui, pour eux, ça va être la plus belle des poussettes. Donc, ils vont s'être privés sur plein de choses parce que eux, de se promener en ville dans une belle poussette, c'est un passeport social. J'ai certains parents, moi, que c'était le cellulaire. Aussi, oui. Donc, pour eux, d'avoir un cellulaire, c'était d'être quelque chose. Et des fois, le cellulaire n'était même pas activé. Et ça, c'est pas grave parce que personne ne le sait. Tu vas me dire qu'on est encore dans le paraître, mais avoir un passeport social, c'est ce qui permet souvent d'accéder à l'autre. Oui. Donc, le sujet de conversation que tu vas avoir. Ou d'éviter des questions aussi. Ou d'éviter des questions. Moi, disons qu'il ne boit pas dans la vie. Des fois, je vais juste prendre un verre quand même dans un événement social, juste pour éviter les questions ou les regards de « Pourquoi il ne boit pas, lui? Y a-t-il un passé? » Exactement. Ces questions-là qui peuvent émaner. Donc, ton passeport social, c'est ce qui va te rendre un peu fier Ouais. et, dans tes yeux à toi, ce qui va te permettre d'être en société.
Jadis, lorsque tous les gens fumaient, le passeport social était souvent la cigarette. C'est vrai. Parce que c'était le prétexte quand tu allais fumer en groupe pour socialiser. Maintenant, ça peut être justement le cellulaire. Ah oui, tu as quel forfait? Donc, c'est ce qui va te permettre d'être en société. Ce qu'il ne faut pas, c'est que ton passeport social soit trop grand. Mm-hmm. Il faut que tu trouves ton passeport social dans lequel tu es bien puis qui va te faciliter la tâche, qui va te faciliter. On voit souvent dans les cours d'école des parents qui vont, par exemple, mettre énormément de sous dans les bottes et les manteaux, non pas parce qu'on veut que l'enfant ait chaud, mais parce qu'on veut qu'il n'ait pas l'air différent. Ouais. Bien, c'en est un passeport social. Mais si ton passeport social est trop loin de toi, j'imagine que ça te met une pression supplémentaire. Ça te met une pression envers supplémentaire. Donc, il faut trouver le juste passeport social qui va te permettre d'avoir l'impression que tu fais partie d'eux. On a tous besoin d'un passeport social. Ouais. Les familles sont vraiment sous pression. C'est le titre de l'épisode. Puis on a vraiment fait un beau tour de questions aujourd'hui sur ce sujet-là. Merci beaucoup, Claudine. Plaisir. Dans le prochain épisode, je reçois Claudine Leroux, la directrice générale de la Maison des familles, ainsi que Marie-Soleil P. Laroche, intervenante famille, pour aborder le sujet de la différence en famille. À la Maison des familles de Granby et Région, nous accompagnons les familles afin de maintenir l'harmonie et l'équilibre familial. Une main tendue et ce pour toutes les familles. Vous désirez connaître l'ensemble de nos services? Passez nous voir à nos adresses de Granby et Waterloo ou visitez le mfgr.org. Ensemble en famille, une production M105.